bienvenue dans Parole d'Histoire, je suis André Loez et je vous souhaite une excellente année 2025, avec pour vous et vos proches du bonheur, une bonne santé et des réussites, en particulier académiques. Je pense à nos jeunes collègues et futurs collègues qui préparent des concours, des thèses, des mémoires, bon courage à vous. En 2025, vous retrouvez toujours Parole d'Histoire à peu près tous les lundis, et un vendredi sur deux, Le Fil de l'Épée, sur l'histoire de la guerre, le podcast co-animé avec Alexandre Jublin. 6 podcasts historiques par mois, un rythme intense, mais qui tient aussi avec le soutien des auditrices et des auditeurs. Pensez à vous abonner, surtout à laisser une note ou un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts, etc., ce qui aide à la visibilité de l'émission. Une émission que vous retrouvez sur YouTube, sur le site parolehistoire.fr, qui existe maintenant en transcription pour être plus accessible. Enfin, tous les commentaires et les suggestions de livres notamment sont les bienvenus sur les réseaux sociaux ou sur paroledhistoire@gmail.com. Tout de suite, direction les années 1970, la présidence de Jimmy Carter. Merci et très bonne écoute. Pour ce premier entretien de l'année, pour évoquer le président des États-Unis récemment disparu à l'âge de 100 ans, Jimmy Carter, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Grosser. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre Grosser avec nous depuis Saigon. J'espère que vous avez passé un bon 31 décembre au Vietnam. Pour évoquer donc Jimmy Carter, je rappelle que vous êtes professeur, enseignant à Sciences Po, historien des relations internationales. Vous avez notamment dirigé l'Histoire mondiale des relations internationales, qui est vraiment un superbe travail très très utile dans la collection bouquins. Vous intervenez régulièrement dans le débat public, notamment sur des sites comme The Conversation et d'autres. On peut vous lire à beaucoup d'endroits. Et du coup, merci d'être avec nous pour cette première émission de l'année pour évoquer ce personnage qui est à la fois assez fascinant parce qu'il est aussi dans une période très très passionnante de cette fin des années 1970 et paradoxalement sans doute un peu moins connu ou peut-être connu à travers des clichés, le cliché du loser, le cliché dans le grand public et même en partie dans le monde académique, on n'est pas complètement sorti de cette image de celui qui a tout perdu, qui a perdu face à Reagan, qui a été humilié sur la scène internationale. On va essayer aujourd'hui peut-être de décaper un peu cette figure. Cette image noire de Carter, le loser, celui qui n'a connu que des échecs en politique intérieure internationale, elle commence à être remise en cause dans le monde académique, et notamment des biographies. Je pense à Kai Bird, Jonathan Alter, il y en a d'autres. Il y a eu des travaux, il y a eu en France les travaux de Justin Weiss. Il y a quand même eu pas mal de gens qui ont essayé de peut-être redresser un petit peu les perceptions du mandat de Carter. Oui, en fait, il y a une première vague de, entre guillemets, révisionnisme. J'aime pas tellement ce terme-là dont on abuse. Mais enfin bon, c'est traditionnel avec les présidents américains qu'il y ait des jugements qui évoluent. Vous savez qu'il y a tout un ranking aussi des présidents dont certains commencent très bas, remontent, d'autres au contraire baissent. Et donc les premiers travaux dans les années 80 sont assez négatifs sur Carter, plutôt comme quelqu'un d'assez naïf qui a été complètement débordé par sa fonction. Et puis surtout avec une espèce de moralisme un peu niais. Et en fait, il y a une première vague de révisionnisme au milieu des années 90 qui, à mon avis, est lié en partie à son action post-présidentielle, notamment en 1994, puisqu'il s'investit à la fois sur la question d'Haïti, il s'investit aussi, il négocie avec Karadzic, les Serbes de Bosnie, une trêve de Noël, aussi en Corée du Nord, où il obtient un accord en 1994. Et je pense que ça a joué, si vous voulez, dans l'évolution de la perception de quelqu'un qui finalement a à la fois des bonnes intentions mais qui est capable quand même d'avoir un certain nombre de résultats. Ensuite, il faut quand même le dire assez vite, un peu oublié, c'est-à-dire qu'on sait c'est un président qui a vécu assez longtemps. Il y a même eu plusieurs, entre guillemets, fausses annonces de sa mort, et donc on a vu des nécrologies régulièrement un peu trop hâtives. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, il y a un certain nombre de travaux, notamment avec l'accès aux archives, bien entendu, et puis aussi la transformation de la perception de la puissance américaine, qui ont fait qu'on a une vision un peu plus positive de lui. En tout cas, on essaye de montrer à la fois dans sa prise de décision qu'il n'était pas du tout le type complètement débordé par ses conseillers, notamment Brzezinski. Vous avez cité l'habilitation et le livre de Justin Weiss sur ce conseiller qui fait couler beaucoup d'encre. Et donc, c'est quelqu'un qui avait un certain nombre de convictions, qui a eu un certain nombre de résultats, mais évidemment, comme il n'a fait qu'un mandat, ça reste pas quelqu'un qui est totalement marqué dans l'histoire américaine. Alors, un mandat donc entre janvier 1977, janvier 1981. Avant ça, il faut peut-être évoquer, même si c'est pas la partie peut-être que vous connaissez mieux, vous êtes internationaliste, mais il y a quand même le Carter d'avant la présidence. Il faut en dire un petit mot parce que ça a joué aussi sur son image en gros de Pecno du Sud.
Sud, hein, parce que voilà, il est issu d'une famille qui possédait des terres où on faisait pousser les arachides. Il a même repris l'exploitation familiale à un moment, et donc ça a contribué à alimenter. Voilà, c'était un peu l'image du bouseux. Alors que d'abord c'est un cliché évidemment, mais c'est aussi quelqu'un qui avait de réelles compétences professionnelles, intellectuelles avant de devenir président. Il a eu une carrière évidemment politique après, mais il a commencé par un collège universitaire. Enfin, il s'est engagé dans l'académie navale. Il a été ingénieur. Enfin, c'est quelqu'un qui a un parcours loin de se limiter à cette image, voilà, très très rapide. Oui, tout à fait. Hein. D'abord, il y a cette dimension ingénieure. D'ailleurs, quand on réfléchit à son mode de prise de décision, souvent on fait ce rapport parce qu'il y a eu très peu d'ingénieurs. Je crois que c'était Hoover, l'autre, qui ont été au départ ingénieurs. Et donc l'idée qu'on peut trouver une solution finalement à tous les problèmes. Hein. Certains disent que c'est finalement ce background l'a quand même relativement marqué. Et puis l'autre élément qui est évidemment très important, c'est que c'est pas seulement évidemment un marchand de cacahuètes, un peu comme on l'a dit pendant un moment, mais qu'il a quand même plutôt bien réussi en Géorgie, hein, en tant que gouverneur. Et puis un des éléments évidemment tout à fait fondamentaux qui reprend de l'importance aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup des dimensions religieuses dans la politique extérieure américaine, c'est à quel point c'était quelqu'un qui était très marqué par la religion chrétienne, en partie fondamentaliste, un baptiste, et que ça a très très largement conditionné sa vision du monde et en tout cas sa vision de ce que devait être une présidence. D'ailleurs, dans sa campagne, il disait « je ne vous mentirai pas ». Il faut bien voir, hein, c'est une des raisons aussi quand même de son succès, c'est qu'on sort de toutes les magouilles de Richard Nixon, aussi avec une opinion assez négative de Kissinger, de tout. On a commencé à mettre sur la place publique toutes les saloperies de la CIA, donc aux alentours de 1974-1975. On est à la suite de l'échec du Vietnam. Donc on a un certain souci, non pas de pureté, mais de revenir à un certain nombre de valeurs traditionnelles des États-Unis. Il a en partie surfé là-dessus. Et le fait qu'il ait été élu contre Gerald Ford, c'est la première fois que aussi un vice-président qui s'est retrouvé président n'a pas été réélu ensuite, hein, à la différence d'un Truman ou d'un Johnson. Ça montre qu'il était quand même assez capable parce que voilà, personne ne l'imaginait un an ou 2 ans avant les élections présidentielles de 1976 accéder à la magistrature suprême. Après, évidemment, c'est aussi une critique qui est faite, c'est qu'il connaissait pas suffisamment Washington, qu'il n'a pas compris tellement comment fonctionnait Washington. Hein. Finalement, aujourd'hui, on dirait l'État profond, mais c'est pas totalement faux quand même. Hein. Une certaine forme d'entre-soi dans la région, et notamment, il s'est entouré d'un certain nombre de Géorgiens qui étaient avec lui dans son État. Et c'est peut-être une erreur. Hein. Ça, c'est des questions qui sont assez compliquées à voir, puisque à chaque fois on est sur le contrefactuel. Est-ce que il s'était entouré d'autres personnes, ça se serait passé autrement? C'est une question qui est évidemment difficile et sur laquelle on reviendra, je pense, pratiquement sur tous les épisodes de sa vie. Juste avant d'aborder sa présidence et les dimensions internationales, un petit mot sur ce fait effectivement d'avoir été élu gouverneur de Géorgie en 1970, dans un des États qui a été les plus ségrégationnistes des États-Unis jusqu'au moment des droits civiques et qui, en 1970, est encore très marqué par ça. Et du coup, sur l'héritage de Carter, c'est intéressant, beaucoup de gens discutent un petit peu de ce moment en disant, voilà, Carter lui-même n'était pas profondément raciste, ségrégationniste, mais pour être élu en 1970 gouverneur de Géorgie, il a été obligé de faire des clins d'œil très appuyés à ces courants-là, d'inviter George Wallace. Voilà, lui-même a été plutôt, on va dire, probe lorsqu'il était au pouvoir et a évoqué le fait qu'il fallait qu'il y ait la fin de la ségrégation en Géorgie, etc. Mais initialement, il ne pouvait pas devenir un homme politique de premier plan et sans doute gagner la présidence sans donner quelques gages aux plus hostiles au mouvement des droits civiques. Oui, il y a eu un petit peu ça. Enfin, il a quand même affronté Wallace justement dans les primaires, mais c'est vrai que c'est quand même un des derniers moments où le vieux Sud, pour aller vite, qui était traditionnellement démocrate, mais avec des démocrates relativement racistes, pour
pour simplifier un peu les choses, ont donné plutôt leur voix aux démocrates. Et ensuite, tout ça, et on le voit encore aujourd'hui, a basculé du côté républicain. Mais il a quand même, sur la question de l'égalité raciale, et en tout cas sur la lutte contre le racisme, des idées quand même assez claires. On reparlera peut-être de son rôle en Afrique du Sud, sur la question de la Rhodésie du Sud, dans laquelle il s'est beaucoup investi, mais les questions raciales, il est bien compris. Et d'ailleurs, il a eu comme grand conseiller, alors le gros problème pour les historiens, c'est qu'il semblerait que ça soit souvent dans des entretiens oraux avec Andrew Young, qui était un des grands noms des droits civiques, de la lutte pour les droits civiques, donc qui était un noir, et qu'il a nommé comme ambassadeur aux Nations Unies, comme représentant des États-Unis aux Nations Unies, et qui a eu aussi un rôle très très important sur sa politique en Afrique. Et là, on s'aperçoit qu'il a vraiment fait un effort pour justement montrer que le monde était assez différent. Mais c'est justement la limite qu'il a rencontrée, par exemple, quand il discutait avec les Sud-Africains, les adultes Sud-Africains, et qui faisaient des leçons pour aller vite aux Sud-Africains, ou son administration faisait des leçons aux Sud-Africains, qui répondaient, écoutez, chez vous, et notamment chez vous en Géorgie, c'est quand même pas extraordinaire la manière dont vous vous comportez, donc nous n'avons pas tellement de leçons à recevoir de vous. Donc cette question raciale pèse, et sur la question africaine, je crois qu'il faut vraiment mettre ça, parce que je pense qu'un des aspects intéressants de Carter, c'est quelqu'un qui a essayé, en tout cas au début, de dire que finalement la dimension Est-Ouest des relations internationales n'était peut-être pas la plus importante. Il y avait deux autres dimensions qui étaient importantes. La première qui était la dimension Nord-Sud, sur laquelle on reviendra peut-être. On est dans la grande époque du nouvel ordre économique international et négociations de ce type-là. Et deuxième chose, de dire par exemple en Afrique que les questions Est-Ouest certes sont importantes, mais que la question raciale est importante, par exemple la plupart des dirigeants africains demandent qu'on prenne position très clairement, non pas entre Est et Ouest, mais entre est-ce que vous soutenez les pouvoirs blancs ou est-ce que vous soutenez les pouvoirs noirs. Et il a relativement bien compris cela, mais là encore avec toutes les contraintes qui sont liées à la guerre froide, aux équilibres internationaux, aux limites aussi de l'action des États-Unis. Il faut toujours rappeler que les États-Unis ne sont pas omnipotents comme certains veulent le croire, à la fois pour espérer qu'ils agissent pour régler les problèmes, ou au contraire qu'on ait l'impression qu'ils mettent le désordre partout. Alors on l'a dit, c'est quelqu'un qui arrive au pouvoir en 1977 dans un contexte très lourd pour les États-Unis, qui sont sortis d'une défaite, en tout cas d'une guerre, d'un bourbier vietnamien, qui sont sortis d'une très profonde crise politique avec le Watergate, et qui font aussi face aux effets du premier choc pétrolier, avec une inflation considérable, une concurrence asiatique de plus en plus forte, une économie des États-Unis, le décrochage du dollar, enfin voilà, une économie des États-Unis qui n'est plus aussi rayonnante que 15 ans plus tôt. Donc ça veut dire qu'il y a des contraintes fortes à son action, et que pour juger son action, il faut aussi prendre en compte ces éléments de contexte. Oui, absolument. On revient beaucoup aujourd'hui sur ces années 1970, parce qu'on a à la fois l'impression que ça a été j'allais dire d'une certaine façon, le fond du trou. Et vous avez fait la liste et on pourrait d'ailleurs en rajouter aussi, avec justement notamment ces questions raciales, avec des échecs, pas seulement au Vietnam, mais aussi des difficultés dans un certain nombre de pays africains qui prennent leur distance par rapport à l'Occident. Donc le contexte n'est pas du tout favorable pour les États-Unis. On a l'impression d'un déclin américain, mais en même temps, et c'est ça qui est quand même important, on a justement, notamment dans l'entourage de Brzezinski, avec les réflexions sur ce qu'on appelle la trilatérale, c'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir quelque chose d'original qui se crée entre l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe de l'Ouest, un certain optimisme en disant que les États-Unis ont quand même un certain nombre de cartes. Si on s'intéresse un tout petit peu à la théorie des relations internationales, par exemple, c'est le moment où on commence à réfléchir beaucoup sur le rôle des acteurs non étatiques, sur le rôle des firmes transnationales, sur le rôle des ONG, etc. Et donc, quelqu'un comme Joseph Nye, qui est connu pour avoir parlé de soft power, il commence sa carrière au début des années 70 en disant que justement, les Américains ont un certain nombre d'atouts dans la compétition avec l'Union soviétique, même si l'Union soviétique, en termes d'armement, ont largement rattrapé, voire dépassé les États-Unis en quantité. En qualité, ça c'est une question qui est un peu plus compliquée, mais que les Américains, finalement, dans un monde de l'interdépendance,
par leur capacité à gérer le multilatéralisme, ont des avantages. C'est le moment où est créée la revue International Organization, par exemple, et donc un moment où on a l'impression que le monde est en train de se transformer, que les États-Unis ont un certain nombre d'atouts dans ce monde. Et dans les récentes analyses des années 70 par les historiens américains, eh bien, on estime que les succès, finalement, qui ont permis la victoire dans la guerre froide dans les années 80, ont été mis en place non pas seulement par Reagan, mais déjà à la fin des années 1970. Pas forcément par les dirigeants, pas forcément par le président des États-Unis, mais par la force de la société américaine. Alors, je vous propose qu'on évoque peut-être le mandat de Carter, je dirais dossier par dossier, région par région, c'est peut-être plus simple que de le prendre de façon chronologique. Mais juste avant, je voudrais peut-être qu'on dise un mot de l'équipe qui va gérer notamment les relations internationales, parce que c'est pas unique dans l'histoire des États-Unis, mais il y a quand même une sorte de duopole entre un secrétaire d'État, Cyrus Vance, et puis un conseiller à la sécurité nationale, on l'a déjà évoqué, Brzezinski, qui sont très différents. Un pur Cold Warrior, on pourrait dire, avec Brzezinski, quelqu'un qui est d'apparence en tout cas beaucoup plus modéré avec Cyrus Vance, et des conflits assez forts entre les deux hommes que Carter n'arbitre pas totalement, au point où, j'ai lu ça, il y a parfois des ambassadeurs qui écrivent à Washington en disant qui décide, à qui on doit se référer, on a des instructions contradictoires, qu'est-ce qui se passe, c'est le bordel quoi. Donc on a l'impression que là, il y a une situation qui est pas totalement atypique, mais qui est quand même allée très loin, un peu dans la difficulté à naviguer avec ces différents acteurs. Alors effectivement, ce sont deux des acteurs principaux que l'on a retenus. Enfin, évidemment, comme toujours, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, deux remarques. La première sur la question chronologique, je crois qu'on va l'évacuer, mais il faut bien l'avoir en tête, c'est que je pense que le monde actuel nous montre que de mois en mois ou d'année en année, les choses se transforment très très vite, et que 4 ans, en fait, c'est très long. Eh bien, il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de succès pour aller vite en 77, 78, et que ça se complique en 79, 80. Et que le contexte est très différent à la fin 79 par rapport au début 1977. Enfin, voilà, pour prendre quelques éléments. Et justement, ça rejoint la question que vous avez posée sur les conseillers. Il semble que c'est plutôt Cyrus Vance qui a de l'influence dans la première moitié finalement du mandat, et petit à petit Brzezinski qui prend de l'importance après. Alors l'idée que c'était un bateau un peu ivre, avec des conseillers qui font un peu ce qu'ils veulent, je crois est en partie discutable. Il n'y a pas il n'y a pas les liens très très forts entre Brzezinski et Carter qu'il y avait entre Kissinger et Nixon. Brzezinski, c'était quelqu'un que beaucoup, mais on l'avait mis en garde quand même. On lui avait dit attention, c'est quand même, voilà, c'est un Polonais, noblesse polonaise, très hostile à la Russie, à l'Union soviétique, hein, les deux à la fois. C'est un Cold Warrior, c'est quelqu'un qui agit pour lui parce que il a aussi des ambitions, hein, un peu d'être, j'allais dire, de surpasser Kissinger, qui est son rival traditionnel. Donc les relations entre les deux sont assez cordiales parce que en fait Carter écoute beaucoup ce que dit Brzezinski, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il approuve tout. En fait, les nouvelles interprétations qui sont faites sur sa manière de fonctionner ou de dysfonctionner, si vous voulez, c'est que en fait, il s'entourait de beaucoup d'avis. Donc des avis contradictoires, et il s'enfermait, ou en tout cas il prenait de la distance, et finalement il prenait ses décisions. Donc ça, je ne parle pas du quotidien, ce que vous avez dit sur les ambassadeurs qui ne savaient pas toujours quelle était la ligne, etc. De toute façon, ce qu'on reproche traditionnellement à Jimmy Carter, c'est qu'il n'avait pas une grande stratégie, une grande ligne politique. Mais en termes de prise de décision, ce qu'on lui a reproché, ce qu'on reproche d'ailleurs souvent aux démocrates, hein, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve ça avec Clinton et Obama, c'est des gens qui sont, j'allais dire, enfin c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais disons un peu plus intellectuels, et donc ils ouvrent le débat, ils acceptent et même ils suscitent des discussions contradictoires à l'encontre finalement d'une politique, que ce soit, alors Reagan c'était le désordre le plus complet, mais des Bush, que ce soit le père ou le fils, avec des gens qui sont beaucoup plus décidés, avec des équipes beaucoup plus restreintes et qui vont un peu dans le même sens. Là on a l'impression d'une espèce de colloque intellectuel permanent, avec d'ailleurs aussi sa femme, hein, qui a eu un rôle relativement important, et il prend ses décisions avec un peu de
résistance. Là, ce qui est la deuxième pathologie importante, hein, la première, c'est donc cette espèce non pas d'indécision, mais le fait qu'il prend beaucoup de temps pour décider. La deuxième limite de sa manière de faire, c'est qu'il n'a c'est pas un politique qui comprend pas très bien comment fonctionne justement le Congrès, le Sénat, etc. Et ce que peut être les avantages politiques de choix diplomatiques. Donc en fait, il prend les choix diplomatiques comme étant ses propres choix, ce qui lui paraît être le plus utile, le plus intéressant. Et il ne voit pas les effets politiques de ça. Par exemple, un des dossiers dont on reparlera peut-être, hein, sur la restitution du canal de Panama, ça a eu un coût politique extrêmement important, et on débat encore pour savoir si ça valait vraiment le coup finalement de renier son capital politique pour des résultats qui ne sont pas si exceptionnels, en tout cas par rapport à ce qu'il espérait, c'est-à-dire de retransformer complètement les relations avec l'Amérique latine. Donc il ne voit pas tellement les dimensions politiques, de politique intérieure, et surtout, il se trouve avec encore une fois, un establishment dans la Chambre des représentants ou au Sénat qui a tendance à le mépriser un peu. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont souvent très riches, très influents, qui ont leur réseau à Washington, à New York, etc. Et donc, si vous voulez, d'arriver à convaincre ces gens-là, c'est très difficile. Et lui ne s'est pas beaucoup efforcé de les convaincre. Oui, il y a un article notamment paru dans The Atlantic de son ancien auteur de discours en chef, je crois que c'est en 79, il avait quitté la Maison-Blanche, et en quittant la Maison-Blanche, il écrit un article absolument dévastateur en disant à quel point c'est une administration voilà, un peu d'outsiders incompétents et qui n'ont pas les codes de Washington, et ça leur a pas permis d'agir assez bien. Je mettrai le lien dans la description de l'émission. Alors, vous avez dit quelqu'un qui n'a pas de grande stratégie. Carter vous aurait répondu, ou ses équipes vous auraient répondu. On en a une, c'est les droits de l'homme. Finalement, on a un axe moral extrêmement fort qui va renouveler la pratique, les positions de politique internationale. C'est de faire des droits de l'homme une sorte de pivot de l'action des États-Unis dans le monde. C'est très neuf au moment où il propose ça. C'est pas seulement l'idéalisme. Ça produit aussi des effets politiques, ça permet quand même de souder des gens qui sont pas tous d'accord entre eux, aussi bien des gens qui sont hostiles à l'URSS que des gens qui sont favorables aux libertés des dissidents en Amérique latine, par exemple. Et donc, la politique des droits de l'homme, ça vise aussi à renouveler idéologiquement et dans les pratiques la façon de faire de la politique internationale. Oui, alors on a beaucoup parlé de cette dimension de droits de l'homme. Effectivement, son discours à l'université de Notre-Dame en 1977, qui a été son discours fondateur pour tout ce qui est sa stratégie de politique, en tout cas sa vision de politique étrangère, a beaucoup insisté sur les droits de l'homme. Je crois qu'il faut contextualiser quand même qu'aujourd'hui, il y a toute une historiographie bourgeonnante depuis 15 ans sur l'histoire des droits de l'homme. C'est qu'on insiste sur le fait que ce sont les années 70 qui sont une transition absolument majeure. C'est-à-dire que les droits de l'homme modernes, transnationaux, essayant de critiquer l'État, c'est vraiment un phénomène essentiellement des années 70. Alors aujourd'hui, c'est en partie critiqué en disant qu'on développait essentiellement les droits politiques en oubliant les droits économiques et sociaux, par exemple. Mais en tout cas, on insiste énormément sur ce tournant des années 70. Donc il faut bien voir, c'est un contexte général. Le contexte général, c'est aussi que ce n'est pas qu'une initiative de Jimmy Carter. C'est-à-dire que le Congrès aussi se refait une virginité ou recrée une virginité américaine aussi en poussant sur ces questions de droits de l'homme. C'est un peu la même chose en Europe où le Parlement européen, à peine est-il élu au suffrage universel, qui choisit comme niche la question des droits de l'homme avec évidemment en tête de file. Oui, avec les accords d'Helsinki, 2 ans plus tôt, en 1975, dont les droits de l'homme étaient déjà une composante importante, et ça va être un des lieux où la diplomatie de Carter va insister. Oui, alors justement, alors là, il y a effectivement un certain changement dans la perception, puisque au départ, la question des droits de l'homme dans les accords d'Helsinki, c'était pas quelque chose qui intéressait énormément les Américains. Il faut dire les choses, et évidemment les Soviétiques encore moins, ça en est bien, c'est évident. Mais le fait que Carter parle énormément de droits de l'homme fait que vont se structurer ces réseaux Helsinki, ou cette idée qu'il faut pousser aux droits de l'homme dans la région. Mais il faut bien voir que Carter n'est pas quand même hyper audacieux dans cette région, par exemple par rapport à l'Union soviétique. C'est surtout Reagan et les républicains qui vont utiliser ça comme arme
contre l'Union soviétique. Certes, il répond à une lettre de Sakharov au tout début de son mandat, et ça met en furie l'Union soviétique. Mais par exemple, avec la Pologne, il est quand même très très modéré sur la question des droits de l'homme en Pologne, en pensant qu'il faut essayer de séparer la Pologne de l'Union soviétique et ne pas être trop dur. Si on fait on peut parler très très longtemps de cette politique des droits de l'homme, et bien entendu, le plus facile, c'est de dire voilà, par rapport à ce qui est mis sur le tapis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il est effectivement plus critique de l'apartheid, mais il n'est pas allé jusqu'aux sanctions économiques. Il va critiquer un peu les droits de l'homme en Amérique latine, mais ça ne va pas très très loin. D'ailleurs, il y a une résistance quand même très forte des dictateurs d'Amérique latine. Ce sur quoi il a quand même eu un certain nombre de résultats sur les droits de l'homme, au-delà de la question de la rhétorique et du fait que petit à petit les droits de l'homme sont devenus finalement une rhétorique essentielle dans les relations internationales. Un des éléments qui a été important, c'est son insistance pour la libération de prisonniers politiques. Et là, on est vraiment dans le temps d'Amnesty International, hein, qui obtient le prix Nobel de la paix à ce moment-là. En 76, si mes souvenirs sont bons, c'est la libération des prisonniers politiques. Et là, il y a eu des chiffres extrêmement intéressants en Amérique latine. Par exemple, dans une dictature comme celle de Stroessner au Paraguay, il y a pratiquement tous les prisonniers politiques qui ont été libérés. On estime qu'en Indonésie, c'est 30 000 prisonniers politiques qui ont été libérés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est Jimmy Carter qui a pris son téléphone et qui a dit « vous me libérez les 30 000 hein. ». Enfin, en tout cas, il y a eu des résultats de ce type-là. Après, la question de Timor, c'était pas du tout sa priorité, hein, mais il n'y a même pas pratiquement pas pensé. Donc, il y a quand même eu, si vous voulez, sur les questions de droits de l'homme, un certain nombre d'actions, mais qui étaient ciblées de ce type-là. D'ailleurs, c'est le moment où on rentre dans le temps des listes, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une visite en Union soviétique, on fait une visite quelque part, on présente une liste de prisonniers politiques pour lesquels il y a un problème. Mais une certaine dimension de droits de l'homme à l'égard de l'Union soviétique, par exemple, la question de l'immigration des Juifs soviétiques, c'était l'amendement Jackson-Vanik qui avait été mis en place auparavant, en 1974, qui marchait, mais qui était une arme de guerre très largement contre l'Union soviétique. Et de l'autre côté, vous pouvez dire que voilà, sur tout un tas de dossiers, ça n'a pas été terrible sur évidemment d'une certaine façon le soutien direct au Khmer Rouge contre le Vietnam à partir de 1978, c'est pas un des épisodes les plus glorieux, en 1980 il a laissé quand même l'armée sud-coréenne réprimer la population, en tout cas un soulèvement, enfin en tout cas des grandes manifestations en 1980. Donc voilà, le bilan est évidemment pas très très loin d'être parfait, mais c'est vrai que c'est une percée par rapport à ce qui existait auparavant. Oui, il faut dire avec Kissinger notamment, on partait de loin dans ce domaine. Jimmy Carter, c'est quelqu'un qui a été ingénieur, on l'a dit, il a servi sur des sous-marins nucléaires. Quelle est sa vision du nucléaire à un moment où les technologies changent très vite dans les années 70 et où il y a un nouveau cadre, celui des accords SALT, qui met en place, disons, une gestion un peu différente de l'arme nucléaire par rapport à ses débuts. Comment il se positionne durant son mandat ? Alors, sur les accords SALT, en fait, quand il arrive au pouvoir, il y a un traité qui est quasi le SALT II, qui a été pratiquement négocié donc par son prédécesseur Gerald Ford et par Brejnev au sommet de Vladivostok. Et en fait, il fait sans doute, enfin peut-être une erreur, c'est-à-dire qu'il veut remanier tout cela. Et il propose un traité, alors sous l'influence aussi de Brzezinski, qui est à la fois plus ambitieux, mais qui paraît assez vite très favorable aux Américains. Dans les catégories. Je rappelle, la question de l'arms control, c'est pas seulement d'empêcher la guerre, c'est évidemment de trouver des contraintes pour l'ennemi ou l'adversaire, et au contraire d'essayer de ne pas se mettre des corsets pour continuer ses programmes et ses recherches. Donc, les soviétiques ont été absolument furieux de cette nouvelle proposition. Donc, ça a évidemment ralenti le processus. Ensuite, vous avez eu la normalisation avec la Chine, qui a de nouveau
avec la Chine communiste, puisque là, c'est la vraie normalisation, c'est pas du tout Kissinger et Nixon, c'est Jimmy Carter, au prix de l'abandon en partie de Taïwan, hein, bien entendu, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, finalement, le traité est seulement mis en 1979 et ne sera jamais ratifié à cause de l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Donc, il y a la volonté, évidemment, de continuer l'arms control. Il y a d'ailleurs tout un tas de spécialistes, toute une bureaucratie, hein, ce qu'on appelait les compteurs de haricots, hein, les grands spécialistes de ce genre de travaux. Et bien entendu, ils sont quand même assez inquiets par l'accumulation de forces du côté soviétique. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que aujourd'hui, ce qui est vraiment fondamental quand on réhabilite Jimmy Carter dans une vision marquée par la fin de la guerre froide, c'est de dire qu'il a relancé quand même un certain nombre d'armements, de programmes d'armement, où il a continué ses programmes d'armement, mais il a fait face en fait assez vite à des contestations et en Europe et aux États-Unis assez antinucléaires. L'affaire la plus connue, c'est la question de la bombe à neutrons. Et ensuite, quand il prend la décision, finalement, la fameuse double décision sur les euromissiles, c'est-à-dire de placer des missiles à courte et moyenne portée en Europe de l'Ouest pour faire face aux SS-20 soviétiques, ça va lancer, vous le savez, au tout début des années 80, des grands mouvements antinucléaires. Donc lui, n'est pas opposé du tout au nucléaire, il réfléchit pas spécialement en ces termes-là. La stratégie agressive sur le nucléaire date plutôt de Reagan, du début des années 80, mais je crois que ce qui est important dans la période Carter, c'est l'inquiétude en fait que l'Union soviétique n'est pas seulement une puissance nucléaire européenne, mais devient une puissance mondiale avec une flotte, c'est-à-dire que les soviétiques commencent à avoir une flotte extrêmement puissante, d'avoir la capacité de mener des opérations lointaines. On le voit dans le soutien, par exemple, à l'Éthiopie contre la Somalie, au soutien aux Cubains en Angola. Ils ont aussi des bases en mer Rouge. Ils ouvrent la base de Cam Ranh au Vietnam. Et donc, cette impression, finalement, que la parité nucléaire traditionnelle se double, finalement, d'une parité conventionnelle dans le sens de la capacité de projection de force, ce qui est tout à fait nouveau et qui fait qu'on regarde ce qui se passe dans le tiers-monde. Et l'interprétation de l'invasion de l'Afghanistan qui a été faite au départ, c'est la capacité, finalement, des Soviétiques de se projeter dans l'océan Indien. Ce qui n'était pas l'objectif du tout des Soviétiques, mais ça a été interprété de cette manière-là. Alors du coup, tout ça m'amène à vous poser, je pense, une des questions de fond. On va revenir évidemment sur toute une série d'endroits, on va parler de la Chine, de l'Iran, de l'Afghanistan, mais dans le pur rapport à l'URSS, qui est responsable de la remontée des tensions? Est-ce que c'est Carter et, entre guillemets, ses maladresses? Est-ce que c'est Brzezinski et son agressivité? Est-ce que c'est l'URSS qui voit que la détente est devenue contre-productive ou lui coûte trop dans différents domaines et veut relancer les choses? Autrement dit, la présidence Carter, c'est celle où on passe d'une situation d'apogée de la détente au retour de tensions extraordinairement fortes. Alors, qui est responsable de ça? C'est une question qu'on se pose en regardant la présidence Carter. Oui, alors d'abord, je pense qu'il faut faire attention de pas surévaluer le terme de détente, c'est-à-dire l'impression que finalement c'était à peu près réglé, que tout d'un coup tout se dérègle à partir de 1975. Il faut bien voir que évidemment des deux côtés on a des récriminations et des récriminations qui, quand on se met dans les chaussons à la Maison Blanche ou dans le Kremlin, sont parfaitement légitimes. C'est-à-dire que les Soviétiques considèrent effectivement que les Américains, évidemment, continuent cette innovation nucléaire, que les Américains essayent de les isoler ou en tout cas de les empêcher d'avoir un rôle au Moyen-Orient. Ils voient bien que la détente est extrêmement contestée, c'est-à-dire que monte la critique des néoconservateurs qui considèrent justement, et pas que des néoconservateurs, de beaucoup de monde aux États-Unis qui considèrent que la détente finalement est beaucoup trop favorable aux soviétiques et que c'est une erreur stratégique. C'est l'équivalent de l'appeasement finalement. La détente, c'est interprété de cette manière-là, et que finalement, là, les Américains, poussés par leur secteur militaro-industriel, poussés par leurs entreprises impérialistes, capitalistes, sont toujours les mêmes, et donc n'acceptent pas ce qui est absolument fondamental pour l'Union soviétique, c'est-à-dire la parité, la reconnaissance finalement de l'égalité entre les deux grands, et de faire qu'on puisse se régler tous les grands problèmes du monde entre les deux grands. Ça, il semble que ça soit quand même un des objectifs, la
question du statut de l'Union soviétique. Et le gros livre de Radchenko a beaucoup insisté là-dessus, mais c'était des choses qui étaient connues auparavant. C'est un des objectifs majeurs. Mais du côté américain, et pas qu'américain, occidental aussi, on s'inquiète parce que qu'est-ce que l'on voit? Et bien, on voit de plus en plus d'alliés de l'Union soviétique à travers le tiers-monde, une projection justement de force du tiers-monde, une accumulation d'armes complètement délirante. On fait quand même des missiles comme on fait des saucisses. Il faut voir la différence, le différentiel, non seulement en armement conventionnel sur le théâtre européen, parce que les grosses divisions de l'armée rouge, elles existent toujours et même elles continuent à augmenter. Et puis évidemment cette augmentation considérable de l'arsenal nucléaire. Je crois qu'il faut aussi se souvenir, ou en tout cas avoir en tête, et c'est aussi cette vision un peu plus mondiale de la guerre froide, que les Américains ont été poussés à avoir une politique plus dure aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, les Chinois sont vent debout à ce moment-là contre l'Union soviétique, sont extrêmement hostiles et ont l'impression que la détente, c'est en fait une manœuvre des soviétiques pour en fait avoir les mains libres, en Europe et à l'Ouest, pour se concentrer. Et notamment, je rappelle, il y a quand même 50 divisions soviétiques à la frontière avec la Chine ou en Mongolie, qui était en gros une quasi-colonie soviétique à cette époque-là. Donc les Chinois poussent à avoir une politique beaucoup plus dure. Les Saoudiens s'inquiètent aussi de la montée des régimes radicaux dans la région. Une des raisons pour lesquelles Sadat aussi fait la paix avec Israël, c'est parce qu'il voit la révolution et l'Éthiopie qui devient un pays socialiste. À côté, il a quand même Kadhafi qui est un des grands alliés qui reçoit beaucoup d'armes des soviétiques. Et donc il y a plusieurs pays qui poussent finalement les Américains à avoir une politique plus dure parce qu'ils s'inquiètent justement du communisme d'une façon générale, du radicalisme et du rôle de l'Union soviétique. Donc ne pas oublier que, encore une fois, tout ne se joue pas seulement entre Washington et Moscou. Ah, vous m'avez un peu fait une réponse d'historien pour dire c'est très complexe. En gros, Carter, ça lui sera quand même reproché au moment de sa défaite électorale face à Reagan, l'idée qu'il aurait affaibli les États-Unis stratégiquement face à l'URSS, qu'il n'aurait pas été à la hauteur, disons, d'un regain d'agressivité soviétique. C'est un jugement qui est aujourd'hui plus tout à fait tenu dans le monde académique. Non, maintenant, enfin, je pense qu'il y a énormément de discussions sur Reagan, qu'est-ce qu'a voulu faire Reagan, etc. Mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'un certain nombre d'évolutions que Reagan a impulsées de façon évidemment un peu plus brutale avaient commencé au moins à partir de 1968, voire à partir de 1979, et bien entendu après l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Donc le durcissement est précoce. L'effort de réarmement commence. Le réarmement, il existait déjà. Les dépenses militaires sont importantes aux États-Unis. Mais oui, même si Carter, le premier budget de Carter, il y a une baisse des dépenses militaires. Et évidemment, d'un point de vue symbolique, c'est considéré comme une inflexion majeure. Ça remonte après, mais voilà, son premier budget est marqué par ça et ça signale quelque chose qui sera d'ailleurs utilisé par ses adversaires contre lui. Oui, mais il faut voir que, à l'époque de Nixon, on avait aussi mis un peu la pédale douce sur les questions d'armement en disant, voilà, c'est aux puissances régionales de faire face aux défis régionaux et c'est pas aux États-Unis d'intervenir absolument partout dans le monde, et ce qui était quand même relativement consensuel. La seule chose, c'est qu'évidemment, quand en 1975 le Sud-Vietnam tombe, ensuite que l'Angola tombe complètement aux mains des communistes, eh bien, on se dit, ben voilà, si les États-Unis sont pas présents, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, ça fait partie aussi de la lecture très traditionnelle qu'on retrouve aujourd'hui avec certains jugements sur la politique d'Obama, c'est que finalement, c'est la faiblesse ou le manque de réaction qui provoque finalement l'agressivité des autres, ce qui est la rhétorique traditionnelle de la critique de l'appeasement. Oui, la politique de la main tendue de Jimmy Carter par rapport à celle de Nixon ou de Gerald Ford n'était pas si différente que ça, d'essayer de stabiliser la relation avec l'Union soviétique. Mais encore une fois, à partir de 79 certainement, et même il y a des éléments puisque certains disent que c'est la guerre dans l'Ogaden, donc entre l'Éthiopie et la Somalie, qui amène
un renversement des alliances qui aurait mis fin à la détente et qu'à ce moment-là, il y aurait eu un durcissement, Brzezinski qui prend le dessus, etc. Donc voilà, il y a une continuité. De toute façon, je crois que c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes très rythmés par, surtout dans des frises chronologiques, avec des républicains, enfin avec des présidents tous les 4 ans qui changent avec des couleurs différentes, mais il y a des continuités entre les présidences à chaque fois. Alors, si on prend maintenant certains dossiers régionaux, je dirais, il y a des événements tout à fait importants. Vous l'avez évoqué rapidement, et c'est revenu dans l'actualité très fortement, parce que Trump en a parlé, il y a le canal de Panama, le fait d'avoir fait ratifier un traité sur le canal de Panama, donc avec un énorme coup politique, effectivement, pour les sénateurs démocrates qui ont voté pour ça et qui ont été presque tous battus après, mais c'était vu comme nécessaire pour stabiliser l'Amérique centrale et en gros pour éviter une sorte de nouveau Vietnam en Amérique centrale, si peut-être je simplifie un petit peu le raisonnement qui était celui des négociateurs des États-Unis à l'époque. D'abord, il faut rappeler que les négociations de restitution, sous une forme ou sous une autre, avaient commencé bien avant, c'est-à-dire à l'époque de Kissinger, à l'époque de Ford, on avait déjà négocié. Mais le problème, c'est qu'on se heurtait à beaucoup de réticences, des réticences évidemment pas du côté tellement de Panama, mais des réticences du côté des militaires, puisqu'il y a quand même une base considérable, des centres de formation aussi de militaires, qu'on peut encore visiter à Panama d'ailleurs. Et puis, il y a aussi, c'est très important, des réticences d'un certain nombre de sénateurs et de représentants, pas seulement des républicains, c'est assez généralisé. Et d'ailleurs, c'est assez amusant que Reagan avait lu le livre de McCulloch sur la manière dont a été créé le canal de Panama et avait trouvé que tout ça était quand même juridiquement assez problématique, la manière dont avait été créé finalement cet État de Panama. Oui, c'est Carter, je crois que vous avez dit Reagan, mais c'est Carter qui l'avait lu. Ah, Carter, excusez-moi, oui, bien sûr, Carter, qui avait lu ça. Et en fait, il a considéré qu'il fallait vraiment aboutir à cela, que c'était vraiment un symbole de l'impérialisme américain. Il faut bien voir qu'il y avait eu aussi des émeutes en 1964 à Panama qui avaient beaucoup marqué les esprits, et que finalement, ce geste allait complètement transformer les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Et c'est là où finalement, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, le capital politique a été dilapidé. Il y a beaucoup de sénateurs, il fallait une majorité des 2/3. Donc il y a aussi des républicains qui ont voté, mais ça a été donc plus toute une campagne publique, des lettres qui ont été envoyées aux gens. Enfin bon, bref, ça a été une grosse affaire. Et les résultats, il semble que en fait, la plupart des pays d'Amérique latine, une fois que la chose était passée, on n'avait pas grand-chose à faire, n'ont pas spécialement gré à Carter, que finalement aussi Trujillo, donc celui qui dirigeait le Panama à l'époque, a augmenté son aide aux sandinistes, donc finalement ça n'a pas été si bénéfique que ça pour le pays. Donc finalement ça a été considéré comme un succès. Je crois que c'est encore un élément qui est très important. Aujourd'hui le contexte est différent parce qu'il y a la rivalité chinoise, l'idée d'un deuxième canal de Panama, etc. Mais ça a été un succès d'estime. Si on reprend, je me souviens quand j'étais étudiant, on lisait du jeune professeur, on lisait un peu les synthèses de nos spécialistes des États-Unis, Caspi, Mélandry, etc., qui disaient en gros 78, c'était le temps des succès avec le canal de Panama et les accords de Camp David, et 79, tout commence à se gâter. Donc effectivement, ça a été considéré comme un succès politique parce qu'il arrivait finalement à dénouer une situation qui était enquistée depuis très très longtemps. Alors vous l'avez évoqué, 1978 sont les accords de Camp David, Anwar el-Sadat côté égyptien, Menachem Begin côté israélien, un accord de paix à la fois fondamental et puis évidemment avec le recul des 50 années et de la période que l'on vit, fondamental et incomplet puisque la question palestinienne reste ouverte, mais c'était déjà un succès majeur, en tout cas une étape majeure que d'arriver à mettre fin au conflit israélo-égyptien. Alors, effectivement, ça reste un symbole tout à fait considérable. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que cette négociation-là a servi pendant très très longtemps de modèle finalement à des négociations raisonnées avec
la paix contre la terre, enfin quelque chose contre les territoires, enfin quelque chose où on négocie sur des intérêts, on met fin aux passions, etc. En fait, et c'était très difficile, je vous interromps une seconde, c'était très difficile parce que sur le moment, les délégations ont fait leurs valises à plusieurs reprises, ça a duré je crois 13 jours, et c'était 13 jours de négociation. Enfin, je pense que ça pourrait être aussi un cas d'école de comment se passe physiquement une négociation avec voilà, des hauts et des bas, des moments de tension, et ça a failli lâcher plusieurs fois. Oui, et même en fait, il faudrait élargir la focale parce on se concentre énormément sur Camp David, mais en fait, le traité est signé après, donc il y a encore des négociations qui ont lieu ensuite. Ensuite, il va y avoir des négociations sur la question de l'autonomie palestinienne, puisque le terme que Carter a accepté d'employer, c'est le terme d'autonomie, ce qui évidemment est assez restreint. Mais en fait, c'est un processus qui est quand même assez long, puisqu'au départ, Carter voulait plutôt une conférence internationale et régler toutes les questions du Moyen-Orient, quitte à introduire l'Union soviétique dans l'affaire. Ensuite, évidemment, sous l'influence, entre autres, de Brzezinski, mais d'autres, et aussi des Égyptiens et des Israéliens qui ne voulaient pas du tout que l'Israël mette la main là-dessus. La grande question, c'était que c'est une question régionale, c'est-à-dire qu'il y a eu un front du refus tout de suite, c'est-à-dire des pays qu'on a essayé de mettre on board, hein, d'avoir avec soi pour faire accepter cette paix séparée, puisque c'est quand même considéré comme une paix séparée. Même les Syriens et les Irakiens se sont rapprochés pendant un moment. Les Saoudiens n'étaient pas du tout alignés sur les Américains. Les Jordaniens, qui étaient plutôt modérés traditionnellement, sont devenus le front du refus. Donc, je crois qu'au-delà, finalement, de ces jours de Camp David, sur lesquels vous avez un nombre de livres tout à fait considérable de documentaires et autres, il faut bien voir que c'était une affaire extrêmement compliquée, qu'il faut toujours la prendre d'un point de vue régional, et qu'on est encore en train de discuter de ce qui s'est passé et des positions qui ont été prises par Jimmy Carter, puisque vous avez à la fois des gens qui disent qu'il était quand même beaucoup plus sensible, c'est la première fois qu'on a vraiment un président sensible à la question palestinienne, mais certains disent qu'au contraire, il s'est complètement laissé manger, pour aller vite, par Begin, parce qu'il n'a aussi pas eu de chance, puisqu'il y a eu en 77 la victoire du Likoud aux élections, et c'est pas que Rabin auparavant était le pacifiste entre guillemets qu'on idéalise maintenant, mais en tout cas il était sans doute plus facile à manier que Begin. Donc ça a été une affaire extrêmement compliquée pour Jimmy Carter. On a eu l'impression qu'il suivait quand même Begin, qu'il n'osait pas aller trop loin. Il y a quand même la question aussi interne, hein, avec il faut bien rappeler il y a 74% ou 75% des Juifs qui ont voté pour lui, et ça a été important pour sa victoire en 1976. Et d'ailleurs, en 1980, il n'y en aura que 40% qui voteront pour lui, hein, ce qui est quand même, je crois, assez significatif. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, hein, vous avez est paru il y a quelques mois un papier d'un ancien conseiller de Carter et qui a ensuite été dans la fondation Carter et qui a démissionné après le livre sur l'apartheid, puisque vous le savez que Jimmy Carter a utilisé le terme apartheid, a fait un livre, hein, pour parler d'apartheid pour la société israélienne, donc a démissionné après ça et qui a dit qui dit maintenant que je ne sais pas ce qu'il disait à l'époque, mais en tout cas qui dit maintenant que finalement Jimmy Carter a passé son temps à faire pression sur Begin, qui ne connaissait pas l'histoire de la région, qui connaissait que la Bible et que c'est quand même pas suffisant pour connaître parfaitement l'histoire de la région. Et donc c'est encore très difficile de voir quels sont par exemple sur Sadat aussi, hein, certains disent Sadat il n'en avait rien à faire de la question palestinienne, d'autres disent que finalement il a essayé de pousser encore ces négociations d'autonomie de la question palestinienne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la question palestinienne a été mise en partie sous la table. Il faut bien voir aussi que c'était l'OLP avec une charte quand même assez hostile, c'est le moins qu'on puisse dire, à Israël et pas qu'au sionisme d'une façon générale, qui avait encore des attentats, même si la deuxième moitié des 70 est moins marqué par les attentats que la première moitié des années 70. Et donc, on en discute encore, mais en tout cas, ça a été considéré comme un succès, et les images, en tout cas, de la poignée de main, a été quelque chose qui a fait le tour du monde. Je rappelle quand même que l'élément quand même décisif, ça a été le choix de Sadat de se rendre à la Knesset, donc en Israël, de s'adresser et finalement de prendre un risque politique énorme, et tellement énorme qu'il s'est fait assassiner quand même en grande partie à cause de ça, de dire voilà c'est terminé, on fait la paix avec Israël. Mais là où vous avez vraiment tout à fait raison, c'est que même cette paix-là est quand même une paix qui a tenu très longtemps,
mais qui a jamais été une paix entre sociétés, qui a été une paix au sommet, qui a permis à l'Égypte, à Israël d'avoir énormément d'argent et d'armes de la part des Américains, et qui finalement a isolé provisoirement l'Égypte, mais pas si longtemps que ça. Et puis 94, c'est la Jordanie qui est le deuxième pays à signer un traité avec Israël. Alors tout à fait autre chose, mais c'est important aussi parce que dans les perceptions courantes, c'est pas ce qui revient le plus. On a plus dans les manuels en France, par exemple, de photos de Nixon à Pékin avec Mao que de photos de Carter avec Deng Xiaoping, alors que tout à l'heure vous avez suggéré que c'était finalement plutôt durant la période Carter que ça s'était fondamentalement joué. Oui, alors ça c'est quand même le chef-d'œuvre de Kissinger, de se présenter comme le génie absolu qui est arrivé à transformer toute l'histoire de la guerre froide et peut-être même de gagner la guerre froide grâce à ce coup de poker. Et c'est resté très, très nettement, de faire une Nixon in China, c'est-à-dire d'aller voir son adversaire. Je rappelle que on avait demandé à Obama de faire Obama in Téhéran, donc de se rendre à Téhéran comme de cette manière-là, et c'était notamment particulièrement intéressant parce que Nixon était un hardliner, c'était quelqu'un qui était profondément anticommuniste et qui dans les années 50 vomissait sur les communistes chinois. Mais je crois que ce qui est important à avoir en tête, c'est que là encore, je devais revenir là-dessus, mais c'est toujours très, très compliqué à reconstruire a posteriori, mais que entre 1972 et 1978, il y a 6 ans, c'est très 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 long. Et donc entre-temps, vous avez quand même Mao Tse-tung qui avait encore ses propres ambitions et sa propre manière de faire, et les relations étaient très difficiles entre les États-Unis et la Chine jusqu'à sa mort, et à celle de Zhou Enlai aussi, qu'il y a une lutte de pouvoir qui est quand même très compliquée aussi au lendemain de la mort de Mao. Tout ça commence à être bien connu grâce à quand même une documentation chinoise. Et donc, du coup, la question se pose en 1978. Le choix de la normalisation est quand même très largement dicté par la guerre froide. Ça n'empêche pas qu'il y a déjà des logiques économiques qui se mettent en place, avec même une logique économique qui nous paraît un peu absurde aujourd'hui, c'est que dans les difficultés pétrolières, on imaginait pouvoir prendre du pétrole en Chine. À l'époque, on pensait qu'il y avait des ressources pétrolières intéressantes. Mais en tout cas, c'était essentiellement stratégique. C'est Brzezinski qui a vraiment poussé là-dessus et qui en tout cas, peut-être en rivalité avec Kissinger, estime que c'est lui qui est arrivé à cette solution de la normalisation complète. Et je crois que ce qui est encore plus intéressant, c'est le voyage de Deng Xiaoping aux États-Unis en janvier 1979, au début de janvier 1979, parce qu'on n'imagine absolument pas Mao se rendant aux États-Unis. Et à un moment où la modernisation est vraiment l'élément absolument essentiel, où il se présente comme un allié très important des États-Unis face, encore une fois, à l'Union soviétique, et avec des interrogations importantes. Et ce qu'il a obtenu de la part des Américains, alors lesquels, ça c'est toujours difficile, une espèce de feu vert pour faire la guerre au Vietnam, puisque la guerre au Vietnam commence à la fin du mois de janvier 1979. Et pour terminer peut-être ce tour d'horizon, il y a évidemment d'autres sujets dont on pourrait parler, mais il y a un sujet fondamental, c'est la question iranienne, le fait que Carter et son administration n'ont sans doute pas vraiment vu venir la vague révolutionnaire, ou l'ont pas comprise ou mésestimée. Ensuite, ils ont aussi mésestimé le fait que accueillir le Shah d'Iran en exil était peut-être pas la meilleure des stratégies, et ça a conduit à c'est vraiment la tache noire sur sa présidence, à cette prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran et l'incapacité à résoudre la situation. Alors voilà, comment ça s'est joué, comment on explique un échec aussi considérable? Alors la première chose, c'est il faut vraiment se rappeler à quel point l'Iran était absolument essentiel dans la stratégie des Américains dans le Golfe. Les deux piliers pour ne pas avoir d'intervention, d'être présent militairement dans la région, c'était l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et dans les années 70, on a vendu toutes les armes pratiquement possibles, sauf les AWACS qui finalement vont être vendus aux Saoudiens en 81, mais on a vendu énormément d'armes aux Iraniens, donc c'est qu'on pariait quand même sur un régime qui aurait une certaine durabilité. L'échec du renseignement américain à prévoir ce qui s'est passé provoque encore aujourd'hui des débats. C'est-à-dire que vous avez régulièrement, dans des revues spécialisées, dans le renseignement, dans les relations internationales, etc., des débats. Voilà. Dans les nombreux échecs du renseignement américain, celui-là reste évidemment tout à fait important.
Il faut bien voir aussi que la question de l'islam, d'une façon générale, qu'il soit l'islam sunnite, que ce soit les frères musulmans, et encore plus le chiisme, aujourd'hui, c'est des termes voilà, dans lesquels on est relativement familier, mais il faut bien voir à cette époque-là, c'était absolument pas le cas. Il y a des travaux sur justement, entre guillemets, la découverte du schisme. Alors, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là En gros, on n'en a pratiquement jamais entendu parler. On ne voyait pas que ça avait un effet politique, que ça pouvait transformer les choses, etc. Ensuite, c'était le fait que c'était très peu lisible. Là aussi, nous, on sait qui est-ce qui a gagné à la fin de la Révolution, c'est-à-dire qu'une espèce de théocratie qui se met en place, mais c'était pas sûr, on savait pas ce qu'allaient faire les soviétiques, puisqu'il y avait le parti Tudeh. D'ailleurs, les soviétiques ont eu aussi des illusions sur le rôle que les communistes pouvaient avoir dans cette révolution. Donc là aussi, il faut... je suis désolé, j'ai l'impression de faire des trucs un peu de méthodologie de base, mais quand on sait ce qui s'est passé, c'est quand même beaucoup plus facile de dire qu'il y a eu des erreurs. Bon. Et peut-être que ça aurait pu aussi se passer autrement. Mais ça, c'est évidemment les joies de l'histoire. Et donc, il y a eu cette mauvaise compréhension. Et en fait, je crois que et Brzezinski, et sans doute Carter aussi, ce qui change un peu sa vision, quand il a commencé à avoir une espèce de paralysie générale du pays avec des grèves, la production pétrolière qui s'est arrêtée, etc., ne pouvait pas imaginer que le Shah d'Iran ne sert pas la vis et ne fasse pas une répression. D'accord, ne mettent pas de l'ordre dans leur pays. Bon. Et ensuite, ils ont même compté d'une certaine façon sur des militaires pour faire ça. C'est-à-dire que voilà, mettre fin finalement à cette transformation qu'on n'appelait pas forcément révolution, mais en tout cas à ces troubles qui existaient. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, il faut bien voir qu'ils ont essayé, ça c'est quand même une caractéristique de Carter, d'essayer quand même de discuter avec les régimes qui sont issus de révolutions. Ça va être le cas avec la révolution sandiniste au Nicaragua. Dans un premier temps, on essaye quand même de voir comment on peut dealer avec eux. Ça a été le cas aussi en Afghanistan après la révolution de 78, avec Taraki, qu'on connaissait parce qu'il était lié aux États-Unis depuis un moment. Donc, est-ce qu'on peut discuter avec eux? Et voilà, là aussi, ça a été peut-être une nouvelle illusion. Alors, la question de l'accueil du Shah d'Iran, je pense que c'était... pour quelqu'un moral comme Carter, poussé par beaucoup de monde. Kissinger a pas arrêté de pousser pour l'accueillir. Il était en train de mourir du cancer. Hein. C'était quand même pour des raisons humanitaires. Hein. C'était pas seulement, j'allais dire, pour avoir un dictateur comme réfugié. Ça a été une erreur. Je crois qu'il y avait une méconnaissance, surtout de la manière dont les Iraniens se souvenaient de 1953. Il y a eu des études qui ont été faites pour montrer que dans les discussions à Washington en 78, 79, 80, on faisait pratiquement jamais référence à 53, c'est-à-dire en gros la chute de Mossadegh, pour lesquelles la CIA était quand même en partie impliquée. Bon. Et pour les Iraniens, c'est le souvenir de 1953. Donc que l'ambassade américaine qui ramait complètement, qui comprenait pas vraiment ce qui se passait, ne soit pas l'endroit où on allait fomenter un coup d'État pour restaurer le Shah, c'était totalement inimaginable. D'accord. Et d'ailleurs, on a vite essayé de brûler des documents, mais dans ces documents, il n'y avait pas grand-chose sur une tentative ou quoi que ce soit de coup d'État. Donc je pense, et en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est vraiment la méconnaissance finalement de la société iranienne, de l'histoire iranienne, au-delà des relations traditionnelles finalement, plutôt d'ailleurs militaire qu'autre chose avec les États-Unis qui ont joué. Et d'ailleurs, autre chose qui, je crois, est aussi rappelée, hein, dans un temps où on dit que d'accueillir des étudiants étrangers, c'est vachement sympathique, qu'ils vont adorer notre pays, que vous avez, la plupart des étudiants iraniens qu'on avait accueillis, qui avaient été formés aux États-Unis, ont jeté de l'huile sur le feu quand ils sont rentrés en Iran, dans la rhétorique anti-américaine. Donc il y a un problème de méconnaissance d'une façon générale du Moyen-Orient, il faut bien le dire, et ce qui est pas qu'on voit encore aujourd'hui, mais encore plus de l'Iran. Ça amène à une fin de mandat extraordinairement difficile pour Carter, avec l'échec de la tentative de sauvetage des otages en hélicoptère, avec aussi l'échec, disons, de la réaction face à l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, parce que ni le boycott des JO, ni l'embargo sur le blé ne sont des réponses, disons, politiquement très efficaces pour lui. Donc, on est dans une situation où, en gros, la réélection de Carter est de plus en plus improbable en 1980.
Alors là, effectivement, on a eu l'impression que c'était sa faiblesse qui avait favorisé cette invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a été très généralisé comme appréciation, surtout qu'évidemment tous ceux qui étaient contre la détente et tous ceux qui voulaient Reagan avait déjà fait les primaires en 1976, on sentait que c'était quand même une étoile montante. Les fondamentalistes religieux ont rejoint plutôt Reagan alors qu'ils avaient plutôt voté pour Carter en 1976. Donc il y a évidemment une transformation majeure. Il avait en gros 70% d'opinion favorable en 1977, il en a 20-25 en 1980. C'est pratique. Oui, parce qu'en plus, il est concurrencé sur sa gauche par Ted Kennedy dans le Parti démocrate, qui dit qu'il n'y a pas eu assez de réformes intérieures sur la fiscalité, sur le healthcare, la santé, etc. Donc, en fait, ça craque de tous les côtés. Ça craque, oui. En plus, il a été, c'est parce que ça aussi, dans la continuité, c'est lui qui a commencé aussi la dérégulation du transport aérien, enfin plusieurs formes du gaz. Enfin, il a fait un certain nombre de formes non pas de réforme néolibérale, parce que je n'aime pas tellement ce terme-là, mais enfin, qu'on considérerait aujourd'hui comme néolibéral. Oui, Reaganienne avant Reagan, par certains côtés. Voilà, par exemple, et qui ont été, et par rapport à la base ouvrière traditionnelle des démocrates, ça posait un certain nombre de questions. Mais si on revient uniquement sur les questions de politique étrangère, je crois quand même que le facteur majeur, ça n'a pas été seulement la faiblesse, ça a été l'échec évidemment. Parce qu'il y a eu une espèce de ralliement autour du drapeau au moment de la crise des otages, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, il y a une crise majeure, on est derrière le président, mais on a l'impression qu'il a mal géré ça. Alors il n'a pas si mal géré ça, il faut bien voir le nombre de discussions parallèles qu'il y a eu. Il y a eu d'ailleurs un rôle important de Yasser Arafat, qui était une façon aussi de montrer qu'il pouvait peser dans les relations internationales et lui-même essayer d'être soutenu par le nouvel Iran. Il reste quand même cette question absolument fondamentale qui est de savoir est-ce que les Américains, enfin les Réganiens ont, et notamment celui Kazai, qui va diriger la CIA ensuite et qui est quand même pas un homme très sympathique, a essayé de dire fait passer aux Iraniens l'idée qu'il y aurait un meilleur deal après les élections. Il semble quand même que, en gros, c'est plutôt Carter qui est arrivé, enfin l'équipe Carter qui est arrivée à peu près à avoir la libération des otages, mais du côté iranien, on ne voulait pas faire ce cadeau à Jimmy Carter, et donc on ne les a pas libérés avant les élections. Donc oui, c'est quelque chose qui a pesé, qui a donné l'impression de cette débandade et la volonté d'avoir un homme fort. Moi je pense qu'il faut aussi, quand on regarde la société, et notamment par exemple le cinéma, de voir de cette deuxième moitié des années 70 et tout un tas de films sur la fin de l'homme américain, la crise du Macadam Cowboy, des films comme ça, enfin bon, sans compter les films sur le Vietnam assez dramatiques. Et donc c'est seulement à partir de 79-80 on a besoin de nouveau d'un homme fort après cette débandade des années 1970. Pour faire une comparaison qui évidemment n'est absolument pas pertinente, mais voilà, les années 90 en Russie, cette impression aussi d'un affaiblissement général, voilà, on a des éléments on veut un redressement, on veut un vertical du pouvoir, on veut tout un tas de choses. Et je pense que Reagan a donné cette illusion que cette espèce de cow-boy allait remettre un peu d'ordre et en tout cas parler fort à l'adversaire. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer, on peut évoquer justement un des discours de Carter qui lui ont été le plus reprochés, ce qu'on a surnommé le malaise speech, alors qu'en fait il n'a pas utilisé le mot malaise, mais en gros il explique qu'il a parlé avec plein d'Américains et que plein de gens lui disent que ça va mal et qu'il faut trouver de nouvelles façons de faire et qu'il faut s'interroger et que chacun doit s'interroger au plus profond lui-même. Et donc c'était pas un discours de leadership, plutôt un discours d'introspection, ce qui sortait un peu des canons du genre. Mais dans ce discours et dans d'autres, il expliquait aussi que il faudrait sans doute s'habituer à un monde où le pétrole serait plus cher, plus rare, qu'il faudrait réfléchir à des énergies alternatives. On sait que Carter a installé des panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche, alors c'était de la com, mais même en étant de la com, ça dit quelque chose aussi de quelqu'un qui était qui envisageait ces enjeux peut-être un peu différemment des pétroliers texans qu'on avait eu à la Maison-Blanche et qu'on aura après à la Maison-Blanche. En tout cas, la question de l'économie, des économies d'énergie est absolument fondamentale à ce moment-là, mais partout. C'est pas non plus une spécificité américaine.
D'ailleurs, la question du pétrole rare s'est élargie parce qu'il y a quand même un héritage de Jimmy Carter qui est très important, c'est son discours de janvier 1980 qu'on a appelé la doctrine Carter, c'est-à-dire qu'il fallait assurer les flux de pétrole pour la prospérité des États-Unis, mais aussi, et c'est très important, de l'Europe de l'Ouest, du Japon, et que donc toute puissance qui voudrait mettre la main sur le pétrole du Golfe serait un ennemi des États-Unis, pour aller vite. À l'époque, on pensait que ce serait l'Union soviétique, ensuite on a pensé que ça serait l'Iran, ensuite on a pensé que ça serait l'Irak, et donc c'est resté très largement dans les têtes, et ensuite l'idée que petit à petit c'est les Américains qui vont prendre en charge finalement, non pas ce pétrole, mais en tout cas d'assurer ce flux de pétrole et d'empêcher qu'il y ait une puissance qui arrive là, est quelque chose d'absolument essentiel. Donc l'impression qu'on est dans un moment difficile en termes énergétiques est évidemment absolument essentiel, et c'est un des moments où la dépendance à l'égard du pétrole du Moyen-Orient commence à augmenter, ce qui évidemment aujourd'hui c'est complètement renversé, et c'est une transformation absolument fondamentale, mais c'est pas évidemment pour le pétrole qu'on a cette politique moyen-orientale. Encore une fois, l'idée c'est la prospérité, et c'est là où aussi finalement ce que je disais tout à l'heure, la trilatérale, et c'est le moment aussi où naît le G7, etc., c'est des idées qui sont importantes. C'est qu'en fait ceux qui ont gagné d'une certaine façon la guerre froide, quand on a parlé, et dans les programmes d'histoire-géographie, pendant longtemps, on a parlé de la triade Amérique du Nord, Asie développée et Europe. En fait, cette vision-là, elle commence à apparaître dans les années 1970 et elle triomphe à la fin des années 80 avec cette interrogation, est-ce que finalement le retour à la guerre froide à l'époque Reagan, finalement, n'a pas été qu'une parenthèse d'un monde qui était en train de se transformer dès les années 1970. Merci beaucoup Pierre Grosser pour ces pistes de réflexion sur Jimmy Carter et son époque, un président qui a agi dans un monde changeant extraordinairement vite, et je pense que c'est peut-être ça le point commun, le fil qu'on peut tirer avec la période que nous vivons. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.